On saute alors en 1905, ce qu'on appelle la première révolution russe. 1905, la Russie tsariste subit une défaite militaire contre le Japon en Mandchourie. Ils avaient dépensé énormément d'argent pour constituer une flotte qui a été détruite en 3 heures. Après avoir fait presque le tour du monde de Mourmansk à Tsushima. Il a fallu dépenser des millions de roubles pour envoyer des soldats à travers la toundra et la steppe, le transsibérien, etc. L'État est ruiné, la paysannerie et la classe ouvrière de Russie prend en plein dans la gueule cette crise, et un pope qui s'appelait Gapon se met à dire, voilà, on va demander à notre petit père, le tsar, le droit d'avoir un peu à manger, on va lui demander la charité, quoi, c'est ça. Et des milliers de gens se dressent avec Gapon, croix en l'air, etc., pour réclamer au tsar des vivres, de quoi vivre, de quoi pas mourir de faim, etc. Effectivement, le tsar fait tirer dessus, et c'est le fameux dimanche sanglant qui a provoqué la première révolution russe, surtout à Saint-Pétersbourg, ça s'appelait à l'époque. Voilà. Et cette révolution prend l'aspect de collectif, de comité, et surtout de soviet. Soviet, ça veut dire conseil en russe. Et la capitale russe se couvre de soviets, soviets d'usines, soviets de quartier, etc., et qui se fédèrent en grand soviet de Saint-Pétersbourg. Qui réclame une quantité de revendications démocratiques, etc., mais aussi du pain, et aussi en finir avec ce régime, ce régime autoritaire. Alors, au début, le tsar recule un peu, etc., puis finalement, au fur et à mesure que passent les semaines, la répression gagne, et le soviet de Saint-Pétersbourg est dissous par l'armée. Et son président, qui était Léon Trotsky, le dernier président des trucs, sont arrêtés, il y a plusieurs milliers d'arrestations, etc. Donc, de nouveau, les années noires en Russie, après l'espoir de cette révolution de 1905. Mais l'idée des soviets et des conseils, pour régler la question, toutes les questions, aussi bien municipales, de quartier que d'usines, etc., était née. Et en 1917, quand la guerre de 14-18 elle aussi amène une crise épouvantable en Russie, crise de vivres, je crois qu'il y avait 14 millions de soldats mobilisés. C'est une armée considérable, défaite sur défaite contre l'armée allemande, la crise augmente, et finalement, en 1917, suite à une manifestation de femmes pour la journée des femmes le 23 février, si j'ai bonne mémoire, la troupe arrête de tirer sur la devant foule. Les boulangeries, comme en 1789. Toutes les révolutions sont déclenchées par des rassemblements de femmes devant les boulangeries. C'est fou. C'est une constante. C'est pas tapin. Voilà. Et il faut dire que la Révolution française, je crois que 80% de la nourriture, c'était du pain, hein, à l'époque. Bon, alors, les partis bourgeois se réunissent, alors quand le parti bourgeois et parti socialiste, social-démocrate de droite, c'est-à-dire menchevique, et socialiste révolutionnaire, se réunissent pour faire un gouvernement provisoire. Et ils vont au palais de Tauride, qui était un palais tsariste, pour installer la République. Mais le peuple de Saint-Pétersbourg, Pétrograd, puisque ils avaient changé le nom de Saint-Pétersbourg en Pétrograd, parce que Saint-Pétersbourg, ça faisait trop allemand. Quand on a déclaré la guerre en Allemagne, on appelle Saint-Pétersbourg Pétrograd, ça fait plus russe, n'est-ce pas? Bon. Et automatiquement, les gens occupent la partie nord du palais de Tauride pour refaire le soviet de Saint-Pétersbourg, de Pétrograd, pardon. En août 1914, la famille royale d'Angleterre change de nom et Saint-Pétersbourg devient Pétrograd. Il faut dire alors que la guerre de 14-18, la reine Victoria avait 3 petits-enfants. Hein, le roi d'Angleterre, Édouard VIII, l'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, et le tsar de Russie, qui était petit-fils de... Donc ils étaient cousins germains, tous les 3. Le tsar de Russie. Ah bon. Oui, si, Ouais, mais je crois son père, mais c'est assez extravagant, quoi.
On l'appelait la grand-mère de l'Europe. C'était son surnom. C'était une multinationale, elle toute seule. Ok, donc qu'est-ce qui se passe Renaissance du soviet, mais cette fois-ci, les soviets se créent absolument partout, dans toutes les villes de Russie, et surtout par l'intermédiaire des soldats qui ont créé des soviets de soldats partout, justement pour lutter contre la discipline, contre le knout des officiers, etc. Et surtout que, bon, les généraux amenaient défaite sur défaite à l'armée russe, et c'est le bas peuple qui prenait. La plupart des soldats sont d'origine paysanne, beaucoup désertent, et vont créer des soviets paysans dans la Russie profonde. Donc ce phénomène de soviets en Russie en 1917 est beaucoup plus profond qu'en 1905 et touche pratiquement toute la société. Et à ce moment-là, on se trouve effectivement avec les soviets de soldats, les soviets de quartier, les soviets de paysans, les soviets d'usines, tout ça. Et une vie démocratique, revendicative se crée partout, ça discute, ça se réunit, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que Lénine arrive de son train plombé, en avril, et qui fait un discours qui est une douche écossaise pour les milliers de gens qui sont venus l'accueillir. Ils ne sont pas venus accueillir Lénine parce que c'était le dirigeant bolchevique, non, ils accueillaient à chaque fois tous les proscrits qui rentraient en Russie, tout le monde allait au train, les accueillait, etc. Et Lénine fait un discours en disant la situation ici, maintenant est révolutionnaire, les soviets, il y en a partout, il faut 3 choses, le pouvoir aux soviets, et pas le gouvernement provisoire, la paix immédiate, quel qu'en soit le prix avec l'Allemagne, la paix, et troisièmement, la terre aux paysans, partage de la terre. Alors que le gouvernement provisoire disait, il faut faire la paix, il faut d'abord gagner la guerre, et ensuite on donnera la terre aux paysans, etc. Alors le discours de Lénine, je vous dis, c'était une douche froide, les gens n'ont pas applaudi, etc., ils sont restés cons en l'entendant, mais n'empêche qu'ensuite... Même dans le parti bolchevique. Ouais, le parti bolchevique, d'ailleurs, Kamenev et Staline, ils sont restés comme ça, parce qu'ils avaient participé au gouvernement provisoire et tout, quoi. Donc, Surtout qu'en plus, ils avaient refusé de publier dans la Pravda les dernières lettres que Lénine leur avait envoyées clandestinement avant de rentrer. Et quand Lénine arrive, non seulement ils prennent une douche froide, mais en plus ils sont quand même un peu paniqués parce que Lénine découvre à ce moment-là que ces lettres qu'il avait publiées n'étaient pas arrivées. Parce que le discours qu'il avait fait, il leur avait déjà envoyé par la poste. Bon, alors, la crise s'agrandit parce que défaite militaire, crise économique, crise des trucs, cette armée qui coûte un prix fou à entretenir, etc. Il y a eu les journées de juillet, donc première insurrection à Pétrograd, qui échoue, mais disons qu'on arrive à éviter l'affrontement. Par contre, quand l'armée, avec le général Kornilov, essaye en septembre de prendre le pouvoir pour établir le tsar, là, il y a une mobilisation massive des gens qui empêche le coup d'État de réussir. Et là, c'est aussi le bascule, puisque le parti bolchevique, qui est un tout petit parti qui représentait 10% des délégués au congrès des soviets, etc., atteint la quasi-majorité, et surtout s'allie avec ce qu'on appelle les socialistes révolutionnaires de gauche, qui ont rompu avec les socialistes révolutionnaires parce que justement ils veulent la terre aux paysans tout de suite, et une partie des mencheviks qu'on appelait les mencheviks internationalistes. Et puis il y avait un fort appui aussi du mouvement anarchiste qui s'est développé pas mal justement sur la base de la liberté, et qui là aussi se prononce pour... parce que les anarchistes c'est compliqué, il y a autant de positions que de groupes, se prononce aussi pour le pouvoir aux soviets. Donc ça donne, parallèlement, le gouvernement provisoire organise des élections à une constituante, pour qu'il y ait une constituante élue, et pendant ce temps, le congrès des soviets se prononce pour tout le pouvoir aux soviets. Donc il y a opposition entre les deux. Alors il faut dire que ces élections qui sont présentées par le journal, la revue Histoire comme étant les plus démocratiques du monde. Ça a duré plusieurs semaines, parce qu'il fallait aller dans les coins reculés. Là, les nouvelles arrivent très tard. Donc, il y a toute une série de faits qui font que les élections donnent 25% aux bolcheviks,
10 ou 15% aux mencheviks et aux mencheviks de gauche et aux socialistes révolutionnaires de gauche, et majoritairement c'est une constituante bourgeoise, prête à rétablir Et il y a opposition, disons, entre justement le Congrès des soviets et la constituante. Alors se passe toute une série d'histoires, je vais passer de détails. Lénine demande au parti bolchevique de faire dissoudre la constituante. Le parti bolchevique n'est pas chaud, il faut respecter le vote du peuple. C'est finalement un garde-rouge anarchiste qui prend l'initiative de rentrer avec sa troupe dans la constituante et de virer tout le monde. C'est comme ça que la constituante a été dissoute. Bon, alors, parce que j'ai lu dans un truc, mais pas peut-être qu'on en discutera pas, mais qu'en fait ça a été vécu par les Russes à l'époque, cette dissolution de la constituante comme un épiphénomène. Oui. Ça les a même pas... Oui. Après, on a donné beaucoup d'importance à cette dissolution de la constituante, mais tout le monde se foutait complètement Non, de parce cette que C'était plus le problème. ce qu'on appelait les conseils, hein, ça avait une réalité, c'est-à-dire que tout était géré par les conseils, les usines, les quartiers. Les paysans commençaient à s'organiser pour récupérer la terre. Ils voulaient virer les propriétaires terriens et se partager la terre. Donc ils s'organisaient eux aussi en conseil. Les républiques comme l'Ukraine, etc. Bon, donc les conseils étaient vraiment quelque chose qui était vécu par tout le monde et qui était une proximité, alors que l'Assemblée constituante, d'abord les élections ont duré 3 semaines, en plus on a élu des gens qu'on ne connaissait pas, alors que dans un conseil, les gens étaient élus pratiquement constamment. Presque tous les mois, les gens étaient renouvelés. S'ils ne plaisaient pas, on les virait, on en élisait un autre, etc., etc. Bon, voilà. Alors, la question de ce soviet, maintenant, bon, je mets à part ce qui s'est passé ensuite. C'est toute une discussion que j'aimerais bien avoir un jour sur justement qu'est-ce qui s'est passé. On discute aussi. Oui, oui. Le problème des conseils, c'est qu'en Allemagne, en 1918, à Kiel, dans le port de Kiel, les marins et les ouvriers se révoltent, créent un conseil des marins et un conseil des ouvriers, et ça entraîne une crise, des grèves partout, qui provoque la démission, enfin non, l'abdication du Kaiser Guillaume II et la constitution de la République allemande qui signe la paix. L'Allemagne n'a pas vraiment perdu la guerre parce que le territoire n'a jamais été occupé par les armées, mais on signe la paix. Et le pays se couvre à ce moment-là de conseils ouvriers, de conseils de soldats, de conseils de marins pendant plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle les rates, ça veut dire conseil pour soviet, pareil. Alors je vous passe. Le problème, c'est que ces conseils élisent à leur direction une direction socialiste, social-démocrate. Et le gouvernement provisoire de la République, le Parlement allemand, élit aussi une direction socialiste qui, eux vont voter, signer la paix. En fait, c'est la droite et ce qu'on appelait les gens en Prusse, là, Le Juncker. les Juncker, etc., qui ont préféré que ce soit les socialistes qui aient le pouvoir, parce qu'au moins ça allait se déshonorer en signant la paix, et eux garder l'honneur, etc., etc. Bon. Mais l'armée est théoriquement dissoute, mais ils créent les corps francs, grâce à l'argent du patronat, et finalement, les conseils ouvriers d'Allemagne sont soit petit à petit dissous dans le cadre de la République de Weimar, soit réprimés dans le sang, comme à Berlin, où le gouvernement socialiste a fait assassiner Rosa Luxembourg et Karl Himmler en mars 1919. Bon. Donc, exit les conseils allemands. T'as un décalage de mois... Non, mars 19. T'as un décalage de 2 mois depuis le début. Peut-être parce que je suis Vous n'avez pas le même calendrier. l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Himmler, c'est mars 19. Non, janvier 19. Janvier. Non, mais je vous l'accorde. Je barre. Tu leur accordé 2 mois de plus. Mais... D'accord. Alors, ce phénomène de conseils ouvriers, on le retrouve en Bavière, où une république des conseils est proclamée, avec un dirigeant, Mushram, anarchiste d'ailleurs, c'est assez marrant. Elle est noyée dans le sang par l'armée et les corps francs qui en viennent à bout. Une deuxième république de conseil s'installe en Hongrie,
avec bon, des tas de phénomènes. Et celle-là, elle est écrasée par 3 armées. L'armée française qui vient du sud, l'armée roumaine qui vient de l'est, et l'armée tchèque qui vient du nord. Slovaque. Non mais c'est vrai, il a raison, bien sûr. Donc l'armée tchécoslovaque. Non, Slovaque. Slovaque, d'accord, ok. Bon. Donc la République des conseils en Hongrie. Bon. Alors, il y a un mouvement en Italie. L'Italie se couvre à partir de 18 comme on appelle les conseils de fabrique, parce que usine en italien c'est fabrique, donc conseil des fabriques, qui se répand, il se développe à Turin, Milan, Bologne, et parallèlement on assiste à un mouvement de récupération des terres par les paysans pauvres. Alors il faut penser que quand même que le responsable de la Fiat, il a demandé à l'armée d'intervenir et de raser son usine, qui était aux mains des ouvriers. L'armée n'a pas accepté. Voilà. Bon. Mais lui, il avait demandé à l'armée de raser l'usine, tant pis pour les gens qui sont dedans. Hein. Bon. Alors en Italie, il y a tout un ensemble de jeux qui se fait entre les centrales syndicales, le Parti socialiste, pour faire rentrer les ouvriers et pour que ces conseils ouvriers réintègrent les syndicats, le jeu démocratique commun, etc. Et d'un autre C'est côté... extraordinaire cette période, parce que l'année 18, en fait, tu as des soviets de Saint-Pétersbourg, enfin de Petrograd, jusqu'au sud de l'Italie. Toute l'Europe centrale est couverte de soviets. C'est-à-dire ce qui est... Bon. Et il y a un dirigeant de la gauche socialiste italienne qui s'appelait Benito Mussolini, un ancien dirigeant de la gauche socialiste, qui pendant la guerre a viré sa cutie et est devenu nationaliste, qui, grâce à l'argent du patronat, organise les faisceaux, les fasci, pour casser les grèves, chasser les paysans qui ont occupé des terres. Alors, ils sont là avec des camions, avec des armes, des fusils, des trucs. Puis ils circulent partout pour piller les journaux socialistes et anarchistes, etc. Alors, à partir de ce moment-là, à partir des années 20, disons, il y a un reflux de ce mouvement des conseils. Les fascistes gagnent en Italie entre 1922 et 1924, en Allemagne en 1933. Plein de pays sont dirigés par des dictatures, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, le Portugal, la Grèce. Voilà. Il faut attendre 1934 pour assister un peu à une remobilisation de la classe ouvrière, avec le 12 février 1934 en France, et la grève des Asturies en Espagne. Alors c'est intéressant ce parallèle entre la France et l'Espagne, parce qu'il va y avoir le même phénomène de Front populaire. C'est-à-dire que cette montée ouvrière, bon, les Asturies en 1934 sont noyées dans le sang par une armée dirigée par un certain général Franco. Et il y a eu des dizaines de milliers d'arrestations, des milliers de morts dans tout l'ensemble de l'Espagne, parce que les gens voulaient se solidariser avec les Asturies. Voilà. Mais il y a quand même une montée. Et il se passe un parallèle intéressant, parce qu'en France, socialistes et communistes acceptent de s'unir, mais l'internationale communiste, Staline en tête, leur impose l'alliance avec les radicaux. Et en Espagne, même phénomène, communistes, socialistes, POUM, s'allient avec les partis républicains pourris d'ailleurs, espagnols, et au niveau des élections, pour une fois, la CNT anarchiste ne donne pas comme consigne l'abstention. Et donc, en février 1936, c'est la victoire électorale du Frente Popular en Espagne, et en mai 1936 en France, le Front populaire français. Alors les choses se passent différemment. En Espagne, tout de suite, dès que la victoire est annoncée, tous les gens se précipitent pour libérer les prisonniers. Ils n'attendent pas que le Parlement ait voté une loi d'amnistie pour les dizaines de milliers de prisonniers. On ouvre les prisons. D'ailleurs, avec souvent les gardiens de prison qui ouvrent les prisons eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie de se faire massacrer, etc. Donc c'est ce phénomène. Et ces gens sortent de prison, commencent à s'organiser, font des collectifs, des comités, organisent des grèves. C'est les grèves de juin 1936 en Espagne. Et surtout, elles commencent à demander l'expropriation des bourgeois. Ils commencent à piller les grands magasins, à redistribuer les terres. Bon, il y a tout un certain nombre de phénomènes révolutionnaires. En France, c'est l'occupation des usines. D'accord. Mais en France,
le gouvernement de Front Populaire négocie avec le patronat et le patronat accepte les revendications de Blum. Et Blum dira plus tard dans son procès, bon je l'avais dit la dernière fois à Riom en 1942, j'ai sauvé la France et j'ai empêché la révolution en m'entendant avec le patronat. Tandis qu'en Espagne, le patronat ne bouge pas. Ils ne veulent pas entendre parler d'entente avec les syndicats, ils ne veulent pas entendre parler de trucs. Et ils financent en sous-main l'insurrection de Franco du 25 juillet. Je ne me trompe pas là, 25 juillet, c'est ça 1936 Juillet, en tout cas. Je crois que c'est le 25. Ouais, je crois bien aussi. Ce soir, en juillet, ouais. Donc on se trouve avec une situation où le coup d'État de Franco, le débarquement des troupes du Maroc espagnol, d'ailleurs essentiellement composé d'ailleurs d'auxiliaires marocains, parce qu'on ne trouve pas assez de soldats espagnols pour faire ça, échoue partout, dans presque toutes les grandes villes. Les ouvriers, les paysans, les ouvriers se mettent en grève, ils entourent comment ça s'appelle, les casernes, ils arrêtent les officiers, ils arrêtent les généraux, etc. etc. Bon. Il n'y a qu'un endroit où ça tourne mal, c'est à Saragosse, qui est pourtant le fer de lance de la CNT, parce que les généraux étaient soi-disant républicains, donc on n'a pas occupé les casernes, et ces soi-disant républicains prennent le pouvoir à Saragosse. Et ça a été ensuite une bataille terrible pour récupérer ce flambeau de l'anarchie espagnole, d'ailleurs. Bon. Mais, disons, tous ces gens qui sont sortis de prison, tous ces collectifs qui se créent, ça, créent un ensemble de comités, de conseils, pour régler toutes les questions que le gouvernement est incapable de régler. Je rappelle que le chef du gouvernement, c'était, comment il s'appelle, Casares, le père de Maria Casares d'ailleurs, qui a eu cette phrase historique quand on lui a dit l'armée se lève, l'armée s'est levée, il dit ah l'armée se lève, bon moi je vais me coucher. Ils n'ont rien fait. Le gouvernement de Front Populaire, enfin le gouvernement républicain n'a rien fait. Tout a été organisé par la CNT, surtout la CNT qui était le principal syndicat en Espagne, des collectifs, des récupérations de terres, tout ça. Bon, l'Espagne se couvre, disons, de milices, etc. Sauf que là, la question de la guerre d'Espagne se pose. On a en face une armée de métier, armée par l'Italie et l'Allemagne, qui possèdent des avions, des canons, des chars, même s'ils ne possèdent pas la flotte, puisque la flotte a fait défection et est restée aux mains de la République espagnole. Et pendant ce temps, les troupes, disons, qu'on appelait républicaines, se trouvent presque sans armes. On se battait à coups de dynamite. Hein. Ils ont voulu arrêter les troupes franco avec des bombes fabriquées. Ils n'avaient pas d'armes. Donc l'armée franquiste progressait en campagne, même s'ils ne pouvaient pas progresser dans les villes. L'Internationale et Staline se décident à intervenir très tard. Staline se décide en septembre et pose ses conditions. Ok, je vais donner des armes, mais il veut premièrement l'or de la Banque d'Espagne, qui lui est livré, c'est-à-dire que Staline fait payer les armes qu'il livre, et deuxièmement, il impose ses conseillers russes, enfin soviétiques, à la nouvelle armée espagnole. Donc on veut recréer une armée, on veut dissoudre les milices, on interdit aux femmes, par exemple, de porter des armes, alors qu'il y avait énormément de miliciennes dans les milices, soit du POUM, soit anarchistes, même socialistes. Donc ils veulent recréer une véritable armée. Les armes vont prioritairement à l'armée officielle de la République et aux brigades internationales qui ont été créées uniquement comme fer de lance de la répression stalinienne. On commence par arrêter les anarchistes, arrêter les trotskistes, arrêter les poumistes. On rend les terres qui avaient été récupérées par les paysans. On rend les usines à leurs propriétaires. Bon, c'est-à-dire on casse la révolution qui était en marche.
Et ça s'exprime ensuite par la fameuse insurrection Le de... truc qui était prononcé à l'époque, c'est que pour sauver la République, il ne faut pas effrayer la bourgeoisie. Voilà, c'est ça. Bon. Et en 1938, c'est l'insurrection de Barcelone qui est réprimée ensuite par le sang. Bon. Donc on a là un véritable développement de cette gestion ouvrière et paysanne et qui échoue finalement par justement la question de la double répression et franquiste et stalinienne. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.